Bienvenue donc à cette conférence qui porte sur le thème du mode urgence, comme son titre l'indique. Donc au niveau du timing, je vais essayer de rester dans le timing imparti 16h30 jusqu'à 17h, sachant que derrière, il y a 30 minutes de pause. Donc pour ceux qui le souhaitent, je leur proposerai de poursuivre l'échange par l'échange justement en ayant un petit peu d'interaction et en apportant des questions dont on peut discuter ensemble. Donc je me présente, je m'appelle Katia Bradke, je fais partie de la société SmartView et j'officie dans l'agilité depuis un petit moment déjà. Que dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. Le format, alors, c'est une conférence courte, donc étant donné le sujet, ça va forcément être un petit peu frustrant, mais c'est pour ça qu'on a aussi la possibilité de limiter cette frustration avec l'échange après la conférence. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez envie, c'est un petit questionnaire. Alors, vous pouvez le faire maintenant ou le faire après, sachant qu'il y a 5 questions, c'est moins d'1 minute. Et la 5e question, normalement, vous pouvez la faire qu'à la fin. Donc, mais s'il y en a qui ont envie de commencer, ils peuvent déjà répondre aux premières questions, qui sont des questions assez faciles. Allez, on démarre. Alors déjà, une urgence, qu'est-ce que c'est? Alors une urgence, c'est quelque chose on connaît tous ça, c'est quelque chose qui a un caractère assez imprévisible. Donc on sait tous ce qu'est une urgence typiquement, une urgence médicale, vous avez un arrêt cardiaque, un départ de feu, etc., etc. Donc en général, en plus du caractère imprévisible, vous allez avoir vous allez devoir engager une décision, une action rapide, d'accord? Et ce, d'autant que vous avez des enjeux à la clé qui sont relativement importants. On ne parle pas d'urgence si vous êtes coupé le doigt et que vous devez mettre un sparadrap, d'accord? Voilà, c'est plutôt rare. Enfin, sauf si vous aimez la dramatisation, mais voilà, a priori, non. Bienvenue. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème du mode urgence, qui n'est pas une urgence? Là, on parle de ce qu'est une urgence objectivement. Et pourquoi j'ai choisi le thème du mode urgence? Parce que c'est quelque chose qu'on tend à rencontrer de plus en plus dans les situations d'entreprise. Donc maintenant qu'on a partagé ensemble ce qu'était une urgence, pour démarrer proprement, même si à ce stade, je suppose qu'il n'y a aucune révélation, on va le distinguer de ce qu'est le mode urgence. Alors le mode urgence, on a finalement quelque chose d'assez similaire dans la manifestation à une vraie urgence, c'est-à-dire qu'on va se mettre à courir et à prendre des décisions rapides et voilà, comme on peut sur le moment et être dans un mode où on est pressé par des délais impératifs. Sauf que ce n'est pas justifié par une urgence objective. Voilà, c'est la différence entre ce que j'appelle le mode urgence et l'urgence réellement. Donc ça, c'est quelque chose que moi je vois de plus en plus en entreprise, peut-être que vous aussi, ou que vous voyez ça de plus en plus dans des organisations que vous accompagnez pour ceux qui sont coachs. Ça ne veut pas dire que toute l'organisation fonctionne comme ça, mais on tend à avoir ce mode de fonctionnement qui devient de plus en plus nominal. Alors, il peut y avoir des vraies urgences dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir subitement une opportunité commerciale qui se présente, qu'on n'aurait pas pu anticiper, et il va falloir aligner un certain nombre de moyens pour pouvoir répondre à cette opportunité commerciale avec une fenêtre de tir très courte. Ça peut arriver qu'il y ait des vraies urgences en entreprise, mais c'est plutôt rare. En général, quand on voit tout le monde s'agiter, ça relève plutôt du mode d'urgence, c'est-à-dire de quelque chose qui aurait pu être anticipé, qui n'est pas survenu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, en tout cas qui n'avait pas ce caractère d'imprévisibilité, mais qui va générer une agitation.
Alors, si on regarde un petit peu comment ça se caractérise, c'est-à-dire on met l'urgence sur la table et on va un peu la disséquer. Oups, je crois que je suis en retard du slide. Donc, ce visuel, c'était pour illustrer. Parfois, en entreprise, on parle de... Les gens décrivent, les opérationnels décrivent ce qu'ils vivent. Ils ont l'impression que tout le monde s'agite un peu comme des poulets sans tête. Je trouvais l'image un peu gore, donc j'ai mis ça. Voilà, mais c'était un petit peu l'idée. Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini ce dont on parlait, voyons, si on le dissèque, en quoi ça consiste. Alors, d'une façon assez banale, c'est le sentiment d'avoir trop de choses à faire. D'accord ? Mais ce n'est pas seulement trop de choses à faire tout seul, c'est trop de choses à faire dans un temps donné. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a une inadéquation entre le volume de travail à faire, la charge, et les moyens, en particulier le temps, mais ça va être les moyens, les ressources, la capacité de l'équipe, etc. Donc les moyens au sens général. Alors, ce trop de choses à faire, ça peut venir de plein de causes différentes. Hein. Ça peut être des difficultés à prioriser. Ça peut être des dates d'échéance qui sont trop proches. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup en entreprise, hein, la date d'échéance trop proche. Quand on creuse un petit peu, c'est quand même pas tout à fait ça. Typiquement, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai rencontré ça dans les entreprises pour le RGPD. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est arrivé d'un coup, RGPD. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tout le monde a dit, enfin, tout le monde, beaucoup d'entreprises se sont dit « Ah, il faut absolument s'y préparer, c'est un enjeu critique pour nous ». Donc tout le monde a fait des incantations dans ce sens qu'il faut s'y préparer de toute urgence, jusqu'à se trouver dans une vraie situation où c'était pas la veille pour le lendemain, mais on était dans ce genre de configuration au vu de la charge de travail qui était engagée. Donc il y a eu la même chose pas mal d'années avant avec l'échéance de l'an 2000. Pareil, hein, l'échéance de l'an 2000, pour ceux qui l'ont vécu, on ne peut pas dire que c'était une vraie surprise. Hein. Globalement, on savait que ça allait arriver l'an 2000, donc voilà. Donc il y a pas mal de situations comme ça où il y a des choses qui, parce qu'on ne les a pas anticipées, deviennent des urgences. Alors, soit on ne les a pas anticipées au départ, ou on les avait bien anticipées au départ, et puis chemin faisant, on s'est fait déborder par d'autres choses, et puis d'un coup, on se retrouve à avoir une urgence. Voilà, après, donc ça, c'est les causes principales. Après, le fait qu'on n'ait pas assez de moyens, ça, c'est un autre ajustement possible. On peut effectivement rehausser les moyens, donc avoir plus de ressources pour justement faire baisser le niveau d'urgence. Une autre cause, mis à part cette distorsion entre la charge et les moyens, c'est également la pression, en particulier la pression externe, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a une certaine accélération, une certaine vitesse dans les évolutions, qu'elles soient technologiques, sociétales, etc. Donc tout ça va aussi amplifier cette tendance à être et à tomber dans le mode urgence. Dernière cause, alors qui peut être aussi, selon l'entreprise, c'est une motivation de rendement économique. C'est-à-dire que parfois, il y a aussi un petit peu l'idée que plus on charge, et finalement, si on charge les ressources à 120 ou 150%, on a plus de chances qu'elles fassent au moins 100%, voire un petit peu plus. Donc il y a cette idée de surcharger la ressource pour s'assurer d'en tirer le meilleur profit, d'accord ? En tout cas, le plus de rendement possible. Voilà, donc ça, c'est effectivement un petit panorama rapide de ce qu'on peut, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu constater, puis ça m'intéressera de savoir si déjà ça correspond à des choses que vous rencontrez également. Alors, si on est tout à fait dans une logique agile, on va se poser la question, on va se dire, OK, pourquoi pas ? Enfin, ça peut fonctionner comme ça. Et alors, d'un point de vue agile, est-ce que c'est bien ? C'est pas bien ? Voilà, ou d'un point de vue tout court, est-ce que techniquement, c'est une chose qui peut être intéressante ? Donc, si on est dans une démarche un petit peu agile, on va, à minima, ou lean plus exactement, on va à minima se dire, OK,
en termes de ROI, qu'est-ce que ça apporte? D'accord? Est-ce que le résultat de ce que ça rapporte en termes de rendement supplémentaire parce qu'on est en mode urgence, est-ce que ça peut être contrebalancé par des effets secondaires ou voilà, des effets indésirables? Alors, c'est ce que je vais vous proposer d'explorer. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables au mode urgence? Donc, bon, mode urgence, il y a un petit côté presque glamour, hein, parce que malgré tout, on verra parfois, ça évoque des choses qui sont liées un peu au mode héros, etc. Mais au final, le mode urgence, si on est un petit peu, comment dire, on enlève la partie un peu symbolique et on le ramène à ce que c'est une surcharge par rapport à des moyens. Vous voyez, c'est tout de suite un peu moins glamour. Donc, prenons cette surcharge. Est-ce que cette surcharge, elle génère des effets indésirables? Alors, certains qui sont connus, donc là, j'étonnerai, je pense, personne en disant plus on a de pression opérationnelle et plus mécaniquement on va dégrader la qualité. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir aussi plus de dispersion, puisqu'en général, quand on est en mode urgence, les gens ne sont pas sereins. Pendant qu'ils font A, ils pensent qu'il y a aussi B, C, D, etc. à faire, et puis ils vont plus facilement switcher de A à B, etc. etc. D'accord ? Donc on va avoir plus d'interruptions, plus de fractionnement opérationnel, plus de charge mentale, et tout ça va amener, de façon là aussi assez mécanique, de la perte d'efficacité, à nouveau des impacts qualité, et des impacts sur la ressource humaine. Donc là, on va avoir de l'épuisement, de la démotivation, etc., jusqu'à arriver à un certain désengagement ou un certain fatalisme. D'accord ? Et puis, ça va aussi laisser moins de place à tout ce qui relève de travaux de fond de type prise de recul, analyse, etc. Notamment, l'embêtant avec ça, c'est que ça va tendre à brouiller le pilotage par la valeur. Donc, même si on avait des idées assez claires au départ sur nos priorités, on va tendre, à force de courir dans tous les sens, à perdre ces priorités de vue. Et ça va aussi tendre à niveler les priorités qui vont se retrouver toutes au même niveau. Alors, si on additionne tout ça, bon, après, ça sera variable selon les entreprises, les contextes, mais globalement, c'est des choses assez récurrentes qu'on retrouve. Si on additionne tout ça, ça va tendre à réduire la capacité de résoudre les problèmes et de faire tout ce qui relève finalement du travail de fond. Former les personnes, anticiper, voire innover si votre innovation, elle nécessite aussi d'investir du travail de fond, ce qui est quand même assez souvent le cas. Voilà, donc là, ça va être les effets pervers les plus courants. Est-ce qu'à ce stade, il y en a qui se retrouvent, ceux qui se retrouvent un petit peu dans tout ce que je vous raconte, levez la main pour avoir un petit... Ah oui, un petit peu quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas du tout? Ouais, ok, super, mais c'est cool pour vous. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même très très cool pour vous. Ok. Bon, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on pourrait se dire, l'être humain étant à la fois intelligent et assez logique et apprenant de ses erreurs, pourquoi est-ce qu'on continue à courir? D'accord ? Alors, il y a pas mal de pistes possibles. La première hypothèse, c'est qu'on est accro à ce mode urgence. Alors, on n'a pas tous, j'ai mis notre cerveau, on n'a pas tous un cerveau, d'accord, ni tous le même. Bon, ça ne vous a pas échappé, hein, qu'on n'avait tous pas tout à fait le même fonctionnement cognitif. Pour autant, il va y avoir des éléments d'addiction qui sont assez puissants. Et même si on n'est pas tous égaux par rapport à ces addictions, ils vont tendre à avoir des effets similaires sur pas mal de cerveaux. Donc je me permets une petite généralisation. S'il y a des neuroscientifiques dans la salle, ils ont le droit de s'élever en contre et de trouver cette simplification abusive. C'est à des fins d'avoir une modélisation assez simple et qui tienne aussi dans la conférence des 20 minutes.
Donc là, je vous ai mis un visuel de quelque chose qui est assez haut sur une échelle d'addiction pour justement traduire le fait que l'addiction, ce n'est pas juste quelque chose qui est réservé à des drogues dures. Pour la petite histoire, il y a des études qui ont été faites, alors qui sont contestées, peut-être par les lobbies sucriers, mais peu importe, je ne sais pas, je n'ai pas creusé ce point. Des études qui montrent que bien plus que l'héroïne et la cocaïne, le sucré exerce un pouvoir d'addiction sur notre cerveau. Donc il n'y a pas que les drogues dures et les choses illégales qui exercent un fort pouvoir d'addiction sur notre cerveau, il y a aussi des choses tout à fait légales et qui font même partie de notre quotidien. Et donc là, je n'ai pas d'études sur le pouvoir d'addiction du zapping, mais j'émettrai un pari comme quoi il est quand même assez important. D'accord ? D'où ça vient ? Alors évidemment, on est accro à l'adrénaline, ça ok. On va être accro au sentiment de vitesse. Alors inégalement, on n'est pas tous les mêmes, on en est bien d'accord. Notre cerveau aussi va être sensible, au-delà de substances, il est sensible à des mécaniques. Il y a quelque chose alors qui nous vient certainement, un ancrage qui nous vient de sûrement il y a plusieurs dizaines de milliers d'années de ça, mais il ne vous a pas échappé non plus que la façon dont notre fonctionnement, dont on est très sensible à détecter en fait tout ce qui est nouveau dans notre champ visuel, pour le dire simplement. Et tout ce qui est marketing, télévision, tous les médias savent très bien ça et savent très bien l'exploiter. Alors ça, c'est assez logique, parce que quand on était en train de chasser le mammouth, c'est ce qui nous permettait d'avoir quelque chose au menu ou d'éviter d'être au menu de quelque chose. Donc ça, c'est assez logique qu'on a un câblage très puissant pour détecter tout ce qui bouge dans notre champ visuel. Et à côté de ça, on a aussi un cerveau statisticien qui adore faire des prédictions. Et c'est grâce à ça qu'on a appris plein de choses. Un bébé, à peine il a quelques jours, il sait déjà faire des prédictions. C'est-à-dire qu'il est étonné s'il voit quelque chose de différent de ce à quoi il s'attendait. Donc notre cerveau statisticien qui adore prédire comment les choses vont se passer, il aime bien quand les choses nouvelles qu'il adore détecter, elles correspondent à ce qu'il s'attendait à trouver. Vous voyez, donc en fait, il aime bien détecter la nouveauté, mais que cette nouveauté elle soit quand même dans du connu. Comme ça, il n'y a pas d'incertitude et il se sent bien. Voilà, donc, bon, après, c'est des généralités. On n'est pas tous égaux par rapport à l'incertitude, mais c'est des choses qui se retrouvent dans pas mal de mécaniques. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Ah, tiens. Touc, touc, voilà. Non, il manque un bout. Voilà. En fait, ce qui va bien aimer notre cerveau, c'est d'éloigner tout ce qui nous génère de l'anxiété. Donc si on se trouve devant des tâches un petit peu compliquées, on va adorer zapper pour retourner vers des choses pas trop compliquées à faire, peut-être pas du tout prioritaires, mais qui nous font sentir un peu plus confort parce qu'on est en terrain connu. Et puis également, on aime bien se générer soi-même de l'interruption pour être sûr de rien louper. Et plutôt, voilà, on va avoir plus de difficultés, vu cette configuration qu'on a d'aimer détecter ce qui est nouveau, on va avoir plus de difficultés à rester concentré et enfermé dans une tâche. On va avoir plutôt facilement tendance à s'échapper pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose de nouveau à détecter dans notre environnement. Là encore, c'est des généralités. Il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles à ça. Et puis, alors des choses qui sont peut-être aussi, pareil, c'est variable selon les uns et les autres, mais le sentiment d'importance. On aime bien dans le mode urgence, ça nous fait sentir important, on a l'impression qu'on sauve le monde. Non, en fait, on est juste en train de s'agiter pour faire des choses parce qu'on s'est mis en mode urgence. Mais voilà, ça génère ce sentiment. Et puis, dernière chose, le mode héros, ou mode pompier, selon comment vous l'appelez dans votre entreprise. Alors, il est assez addictif parce qu'il fait sentir bien, on a créé de la valeur, on a sauvé, sur tel enjeu, on a l'impression d'avoir sauvé le projet, etc. Attention, parce que ce mode sauveur, il va aussi
au bout d'un moment, finir par générer une attente de récompense ou une frustration ou un épuisement. Donc, à moyen, long terme, le fait d'avoir des ressources qui se mettent en quatre pour sauver le projet, qui aiment bien fonctionner, qui sont assez sujettes à fonctionner en mode héros, au bout d'un moment, vous allez soit épuiser la ressource, soit générer des attentes qui ne seront pas forcément récompensées. Des attentes de récompense, bien sûr. OK. Alors, deuxième hypothèse, il y a la pression des croyances. Alors, la pression des croyances, il y a la première croyance, aller vite, c'est être efficace. Bon, ça, c'est assez séduisant. Et on a un petit peu envie de... Oups, pardon. Voilà, aller vite et être efficace. C'est quelque chose qui nous séduit intuitivement. Ce n'est pas toujours vrai, parfois c'est vrai, parfois non. Mais voilà, on a quand même cette croyance qui peut nous influencer. Deuxième croyance, qui est le fait qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que le monde va vite. Alors, ce n'est pas tout à fait infondé, mais ce n'est pas toujours ça qui va vous permettre de réussir votre projet. Si vous avez un enjeu, comme beaucoup d'entreprises, de time to market, est-ce que c'est vraiment le facteur clé de succès premier que d'aller vite, ou est-ce que c'est de sortir le bon produit? Parce que si vous allez très vite et que vous sortez un produit qui n'est pas satisfaisant en termes de ciblage par rapport aux besoins métiers ou par rapport à la qualité, bah, vous n'aurez pas droit à une deuxième chance. Donc oui, vous aurez été très vite. Par contre, vous avez flingué la réputation de votre produit. Alors, la vitesse est bien sûr importante, mais peut-être que le fait de faire le bon produit et un produit de bonne qualité peut être un enjeu qui est un petit peu au-dessus par rapport à la vitesse. Alors évidemment, la vitesse, on en est d'autant plus conscient et comment dire, et on a cette pression d'autant plus que elle s'accélère et ça va même aller quasiment vers l'instantanéité, d'accord. On a le high frequency trading, enfin tout ce qui nous montre qu'il faudrait presque que les choses se fassent dans la milliseconde pour que ça soit au bon moment, d'accord. Donc ça va aussi mettre à l'épreuve notre capacité de résistance par rapport à cette pression. On va en parler après. Oui, donc ça va un petit peu avec, hein, mais c'est l'idée que pour tirer son épingle du jeu par rapport à la concurrence, c'est la vitesse qui sera différenciante. Alors bien sûr, elle joue, mais pas forcément en premier lieu. Et puis, dernière croyance, qui est quand même assez répandue, c'est une croyance managériale. Voilà, il faut bien charger les ressources, sinon elles risqueraient peut-être d'avoir quelques millisecondes d'inoccupation. On ne sait jamais. Et dernier point, ça va tendre, ça va tendre à créer un cercle vicieux. Alors, là, vous allez vous retrouver en terrain connu. Alors, ça va tendre à créer un cercle vicieux parce qu'on va avoir ce qu'on appelle la dette technique. La dette technique, donc, c'est notre ami Ward Cunningham qui avait créé cette métaphore pour exprimer le fait que quand on travaille en mode urgence, donc on bâcle la conception, on code comme on peut à la va comme je te pousse parce qu'on est pressé, on va le payer. Et ce que ça va coûter sont des intérêts qu'on va cumuler et traîner jusqu'à ce qu'on ait réglé le défaut de qualité. D'accord ? Donc l'idée qu'exprime la dette technique, c'est qu'il faut s'empresser dès que possible de liquider cette dette pour éviter de cumuler les intérêts. D'accord ? Alors à côté de la dette technique, il y a effectivement la même chose, qui est la dette organisationnelle. Donc tout comme les développeurs devraient s'occuper de nettoyer et de remettre au propre le code au fur et à mesure du travail, dans les activités, si on avance sans
sans se préoccuper de nettoyer et de maintenir des procédures, des process de travail qui soient suffisamment épurés et efficaces, on va également se créer de la dette organisationnelle. Donc il y a ce genre de petits... voilà, il y en a plein des choses comme ça, mais qui expriment bien, cette représentation, elle exprime bien, voilà, on va trouver beaucoup d'entreprises qui sont dans ces situations de surcharge qui sont créées par le fait de ne pas s'occuper de faire les choses dans l'ordre. Donc au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tout ça va se solidifier. D'un côté, vous avez des dysfonctionnements qui s'accumulent. De l'autre, vous avez de la pression interne, de la pression externe. Et tout ça va se solidifier, notamment, on va le retrouver, par exemple, intégré au cadre de travail. Alors, vous avez, par exemple, les outils interruptifs. Alors, c'est super d'être connecté en temps réel, etc. Mais moi, je serais très intéressée de voir des études sur le coût et le bénéfice des outils interruptifs. Voilà. Si vous en entendez parler, faites-moi passer le lien, ça m'intéresse beaucoup. Et ces outils interruptifs, ces outils interruptifs et qui sont souvent, alors on va dire c'est la dernière évolution, mais ce qui s'était beaucoup ancré dans les entreprises qui incarne ça, c'est tout ce qui est multitasking et le multitâche. Alors on est sur plusieurs projets, on fait plusieurs choses en même temps, etc. On a plusieurs rôles aussi, ça c'est très amusant. Donc on voit les gens qui ont plusieurs rôles et qui vous expliquent qu'ils sont MOA, mais en même temps, comme ils n'ont pas le temps d'être MOA parce qu'ils sont aussi ceci, cela, etc., en fait c'est la MOA qui fait leur travail. Enfin, on arrive à des choses assez amusantes à la fin en termes d'organisation. Il faut quand même savoir, il y a des études sur tout ce qui est multitasking et interruption qui montrent que vous pouvez avoir jusqu'à 40% de perte de performance, de productivité avec le multitasking. Donc voilà, ces outils ont vraiment colonisé nos façons de travailler et même les représentations symboliques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne répondez pas à un mail dans la journée, on se demande si vous êtes éventuellement en congé, malade ou qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Voilà, donc il y a presque une injonction de répondre de plus en plus, quasiment dans l'heure, si on veut... voilà. Et il y a une représentation qu'on est professionnel si on répond vite aux mails, par exemple. Voilà. Ce qui peut avoir un coût, puisqu'on va se créer des interruptions. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Alors, peut-être que l'agile peut amener déjà des solutions. Si on regarde les principes du manifeste, faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant, qui déjà en prend un coup avec le mode urgence. Si on voit les impacts, dès lors que vous ne faites plus avancer votre projet à un rythme soutenable et constant, tout ce qui relève de l'excellence et de la qualité va également en prendre un coup. Par effet de cascade, vous n'aurez jamais le temps d'ajuster vos processus et vos pratiques pour être efficaces. On n'a pas le temps de l'amélioration quand on est en train de courir derrière le train, par définition. Et ensuite, vous aurez effectivement... une fois que vous avez tout ça qui commence à prendre l'eau, petit à petit, le reste va également être plus compliqué, puisque vous ferez au mieux pour gérer les urgences, mais vous n'aurez pas cette clé de lecture qui vous permet de faire les choses dans l'ordre. Alors l'agilité apporte peut-être une ressource, une première ressource déjà, en termes de courage et de confiance. Parce que quand vous avez une organisation, ou même si c'est un service ou une direction qui a commencé à prendre ce pli de courir, d'être sous pression, c'est difficile de s'arrêter. Et le fait de s'autoriser à s'arrêter pour justement réfléchir nécessite beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Et c'est là aussi que les managers ont un rôle à jouer, entre autres. Alors, premier apport de l'agilité, c'est sur l'autorisation. Alors l'autorisation, c'est le fait d'ouvrir un champ des possibles où on se dit il est possible de fonctionner autrement qu'en mode urgence et ça serait peut-être même beaucoup plus rentable.
beaucoup plus productif, sans même parler de la qualité de vie au travail. Alors, il y a des livres qui parlent de ça. Il y a celui-là et il y a celui-ci. Alors, ils ne parlent pas exactement de ça, mais c'est le pendant de arrêter de faire plein de trucs qui ne servent à rien, qui sont superficiels, arrêter de courir dans tous les sens et reconcentrez-vous, focussez-vous sur l'essentiel. Bon. Le premier n'est pas traduit, mais en tout cas, les deux disent des choses assez similaires. Après, vous allez avoir le courage que va apporter l'agilité aussi grâce au fait de mettre en place une culture qui est basée sur la bienveillance et une approche plutôt constructive. Et une fois qu'on a ça, ça va être intéressant justement d'avoir des ressources opérationnelles qui permettent d'appuyer ça. Alors les ressources opérationnelles, vous les connaissez, c'est tout ce qui introduit des rituels, de la rythmique, donc par exemple les itérations agiles, d'avoir toute cette rythmique qui va apporter de l'efficacité, et puis surtout le fait d'avoir la perception du progrès avec des incréments au fur et à mesure des itérations. Autre chose, le fait de partager les risques et les problèmes va faire baisser la pression, ça va dédramatiser et ça va permettre justement d'enrayer ce cercle vicieux. Alors, tout ça, c'est très bien, mais comment on gère le trop-plein à un moment T? Comment on arrête cette machine infernale? Alors, la première ressource qu'apporte l'agilité sur un plan opérationnel, ça va être la focalisation. La focalisation, c'est le fait de plutôt que l'énergie elle se disperse dans tous les sens, parce qu'on a lancé le projet A, le projet B, etc., et qu'on va comme ça faire un certain nombre de lettres de l'alphabet, on va plutôt choisir de retenir un certain nombre limité de priorités, et on va s'astreindre à se limiter, ce qui est toujours très très inconfortable, mais au final, on aura un meilleur résultat. Cette focalisation, elle va se traduire de façon concrète par la priorisation, c'est la base. Alors la priorisation, elle est basée sur le pilotage par la valeur. C'est une clé d'arbitrage qui va simplifier beaucoup d'arbitrages. Après, au niveau des... Ça, c'est pour la philosophie. Après, c'est la philosophie qui est la plus importante. Après, ce n'est pas les outils qui vous permettront de résoudre le problème en tant que tel si vous n'avez pas cette clé de pilotage par la valeur, mais il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire du story mapping, du story mapping stratégique, de l'impact mapping, etc. Ce qui est intéressant aussi avec l'agilité, notamment avec la philosophie agile, en dehors de Scrum à proprement parler, c'est le fait de casser les silos. Donc on va vraiment on va retrouver la transversalité qui est nécessaire et qui permet de faire les choses correctement. Parce que les silos créent beaucoup aussi de dysfonctionnement d'entreprise. Et puis on va retrouver des rôles, alors qu'on appelle ça, je rejoins sur ce point Pablo, qu'on appelle ça product owner, peu importe, ce qui est important, c'est qu'en agilité, on va retrouver des rôles où la responsabilité correspond au champ d'action. Et ça, c'est quelque chose qui simplifie énormément les choses et qui assainit le mode de fonctionnement en entreprise. Et vous avez d'un côté quelqu'un qui porte le quoi, avec le pourquoi qui est dedans, et de l'autre, ceux qui portent le comment. Et ça, c'est extrêmement clarificateur et sain. On va avoir aussi beaucoup de choses qui vont permettre l'alignement. Déjà, le partage de tout ce qui précède. Si vous partagez la vision, ça va permettre d'avoir des engagements cascadés qui seront alignés. Et puis, ça va permettre, puisqu'on a des incréments à l'issue de chaque itération, on va pouvoir rapidement vérifier qu'on est toujours aligné, notamment par le feedback. Le management visuel, il va soutenir l'engagement. Le respect aussi est quelque chose qui va apporter énormément de ressources. Ça passe par des pratiques comme le planning poker, comme la rétrospective, un petit peu comme tout ce qui est, l'ensemble des rituels Scrum participe à implémenter ce respect réel des personnes. Tout ça va donner de la visibilité.
Cette visibilité, vous voyez, là, vous avez les 3 niveaux de planification. Niveau roadmap, donc en haut, la livraison, ou la roadmap produit, au niveau de l'itération et au niveau de la journée. Ça se cascade au niveau de la planification, et vous avez une boucle remontante au niveau du feedback. Donc en fait, l'alignement, il est garanti, puisqu'on aura toujours, de par le feedback, un ajustement. Voilà, je ne vais pas vous passer tous les artefacts, toutes les composantes agiles, Scrum, etc. Mais je voulais juste en mettre en lumière quelques-uns. Voilà, donc là, on a le feedback qui nous permet de rester alignés. Et tout ça va permettre, dès lors qu'on aura assaini notre mode de fonctionnement, ça va nous donner les moyens de l'amélioration, qui est ce qui va aussi permettre d'éviter de retomber dans les errements du mode d'urgence. Et cette amélioration, elle va contribuer également à sécuriser le projet et elle va aussi permettre d'avoir de la solidarité au sein de l'équipe entre les personnes qui contribuent au produit. Et donc on voit que la focalisation, elle crée finalement de la sécurité pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ces quelques éléments. Souvent, quand on est pris dans le mode d'urgence, on a l'impression qu'on est dans la machine à laver, qu'on ne pourra jamais arriver à trouver un point d'accroche pour en sortir. J'espère vous avoir montré qu'il y en avait pas mal, des points d'accroche. Voilà. Et des ressources pour résister à cette injonction de l'instantanéité. Il y en a pas mal. Le questionnement. Autorisez-vous le questionnement. Pilotage par la valeur, si je devais vraiment les résumer, et la boîte à outils agile. Voilà, si vous avez une contrainte, je vous remercie de votre attention. Sinon, je serais ravie d'échanger avec vous, avoir vos retours, etc. Si vous voulez, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y avait un petit questionnaire. Pour ceux qui ont commencé, ils peuvent finaliser la question 5. Voilà. Et n'oubliez pas d'exprimer votre feedback avec le QR code qui est sur votre badge. Merci.